Bonjour Emma, écoute, je suis ravi de t'accueillir ici pour qu'on puisse parler de Slash. Avec plaisir. Ça fait quand même maintenant plus de 4 ans qu'on se connaît, qu'on bosse ensemble. Bon, ça a été évidemment un grand plaisir et j'espère que ça va continuer très longtemps. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est que tu me parles un peu de Slash aujourd'hui, qui a quand même beaucoup évolué. Alors on va parler de la genèse, mais on va aussi parler de Slash maintenant. Donc, qu'est-ce que tu pourrais me dire de Slash? Voilà, très rapidement, c'est quoi Slash Intérim aujourd'hui? Ok, alors rapidement, Slash, c'est le premier réseau d'indépendants dans le travail temporaire en France. On a un peu plus de 200 indépendants répartis sur le territoire un peu partout en France et qui jouent le rôle de l'agence d'intérim, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher des intérimaires et les faire matcher avec un besoin client. Grâce à notre accompagnement, notre formation et la plateforme techno qu'on met à disposition. Oui, très très bonne plateforme techno de ce que j'ai pu comprendre et entendre. Alors, ton histoire, elle est finalement un peu particulière parce que le monde de l'intérim, c'est quelque chose que tu connais finalement depuis longtemps. Voilà, on a eu la chance aujourd'hui, bon, tu es CEO de Slash Intérim. Tu as quand même fait pas mal de choses avec ton père, qu'on connaît aussi, avec qui on s'entend très bien. Voilà, comment tu as vécu ça? Parce que c'est finalement assez rare de connaître aussi bien un métier. Et d'avoir une vision finalement assez fine de ce que tu voulais faire avec Slash Intérim. Et en même temps, connaître le métier, oui, et en même temps, j'ai appris plein de choses au travers de ça, de choses que je soupçonnais pas, entre guillemets, de par l'expérience de mes parents. Mais oui, en effet, je suis un bébé de l'intérim. En tout cas, j'aime bien dire ça fièrement. Ça fait 18 ans que je vis dans le secteur de l'intérim, par procuration, par l'entreprise de mes parents. Et d'ailleurs, j'avais une seule conviction quand j'étais jeune, c'était que je ne bosserais jamais dans l'intérim. Et pourtant, on est là aujourd'hui. Finalement, tu as monté Slash avec ton père très vite après après ton diplôme d'école. C'était même pendant. Ah, c'était même pendant? C'était même pendant. Pour tout te dire, pour te raconter, je ne sais même pas si je t'ai déjà raconté la genèse et l'histoire entre guillemets. Non, je crois pas en détail en tout cas, donc c'est le bon moment pour le faire. Donc en fait, moi, j'étais encore en fin d'études. J'étais même en télé-études. En gros, on était encore en plein Covid. Et normalement, j'étais censée être en échange à Dublin. Enfin bon, le truc que t'attends pendant toutes tes études, quoi. Mais bon, ça s'est pas fait, c'était en Covid. Donc j'avais condensé mes cours sur 3 jours intenses. Mais l'idée, c'était que je puisse trouver un boulot sur le reste de la semaine pour sortir de l'appartement. Parce que j'étais de 8h à 20h devant mon PC à suivre des cours en distanciel. Donc c'était un peu long. Et je me suis mise à chercher un boulot vraiment purement alimentaire, histoire de sortir. Et c'est à ce moment-là que mon père, en fait, m'a appelée. Et au détour d'une conversation, il me raconte qu'il venait d'acheter une maison par Safety, qui est un réseau de mandataires immobiliers. Et il me raconte à quel point le service, il était extraordinaire. La fille, elle est disponible, elle est professionnelle, il a pu visiter le dimanche, elle répondait en dehors des horaires d'ouverture et de fermeture d'une agence traditionnelle. Et en fait, il me dit, pourquoi on ne ferait pas ça dans l'intérim? Ok, donc je connaissais pas l'histoire. Ok, donc effectivement, c'est hyper intéressant. Il a été consommateur en fait, du service. Et ça a éveillé en lui, il s'est dit, mais attends, c'est hyper malin leur truc. Et en me racontant ça, entre guillemets, au détour d'une conversation, quoi, on parlait d'autres choses. Et en fait, moi, je me suis dit, en fait, il a raison, c'est une super idée. Et donc, j'ai déménagé, j'ai pacté mes affaires et je suis retournée en Vendée. Pareil, une chose que je n'avais absolument pas prévu de faire à l'époque. Et en fait, plus on était dedans et plus je creusais en me disant, tiens, rencontrons des gens de chez Safety, des mandataires, rencontrons des mandataires de chez IAD, allons à des réunions d'information. Et en fait, plus on avançait, plus je me disais, c'est une idée de fou. Et on va le faire et ça va être un carton au-delà de ce qu'il espérait, quoi. Bien sûr. Mais alors, raconte-nous un peu plus, parce que finalement, pour les gens qui ne connaissent pas l'ancien modèle de l'intérim, qu'est-ce que tu fais évoluer aujourd'hui par tes outils et parle-nous un peu plus du modèle, parce que bon, je connais Safety, je connais tous ces sujets-là, mais si tu dois en parler un peu plus. Ok, donc déjà, on va repartir un peu de l'agence tradi. Une agence d'intérim, comme on peut connaître, et encore, il y a plein de gens qui ne connaissent pas l'intérim et qui ont des idées reçues assez folles à ce sujet. Mais l'agence intérim, c'est généralement entre 2 et 5 collaborateurs dans l'agence. Il y a les chargés de recrutement, les chargés d'affaires, la responsable d'agence. Et tout ce petit monde travaille ensemble pour pouvoir mettre en relation des talents et une entreprise utilisatrice. Nous, on s'est dit, en fait, aujourd'hui, les intérimaires, ils ne vont plus en agence. Les clients, eux, ne vont jamais en agence.
Donc l'agence, c'est un peu quelque chose qui devient obsolète, puisque l'agence d'intérim des intérimaires, aujourd'hui, elle est dans leur poche. L'agence physique, quoi, Voilà, n'a plus de sens, quoi. Ils candidatent depuis leur téléphone ou PC, mais vraiment souvent c'est smartphone. Et donc on s'est dit, ça n'a plus de sens. Pour autant, retirer complètement tout contact humain avec l'intérimaire, moi, j'y crois pas. Les modèles 100% digitalisés, il y en a qui ont fonctionné, mais qui connaissent en fait leurs limites assez rapidement et sont, je trouve, vraiment placardés à certains types de qualifications qui sont redondantes, qui sont volumiques. Dès qu'on rentre dans du service un peu plus complexe, ils sont pas capables de déléguer. Donc en fait, l'humain dans notre métier, il a vraiment un rôle primordial. Et donc en fait, on s'est dit, il nous faut un humain. Mais aujourd'hui, qui a-t-il de plus engagé, de plus flexible, réactif et créatif qu'un entrepreneur ? Globalement, c'est difficile de faire mieux. Donc on s'est dit, OK, on voudrait des entrepreneurs dans l'intérim. Et en même temps, des entrepreneurs dans l'intérim, c'est compliqué. Parce que quand tu veux créer ton agence d'intérim aujourd'hui, il te faut un apport conséquent pour obtenir ta garantie financière. Il te faut des fonds de roulement conséquents également. On avance tous les salaires des intérimaires tous les mois. Tu es responsable juridiquement de l'ensemble des intérimaires que tu délègues, c'est toi l'employeur. Et en fait, toutes ces barrières font qu'aujourd'hui, il y a quand même peu de gens qui se lancent dans l'intérim. Même en franchise, ça reste un coût conséquent. Et en rencontrant ces modèles de mandataires immobiliers, où en fait, ce sont des apporteurs d'affaires, ils vont trouver le deal et ils l'apportent au réseau. Et c'est la tête de réseau qui porte la responsabilité, l'ensemble des flux financiers. On s'est dit, OK, c'est le combo parfait. Et donc, chez Slash, ce sont des apporteurs d'affaires qui, sur le terrain, connaissent parfaitement leurs clients, leurs intérimaires. Généralement, ils bossent d'ailleurs sur une toute petite zone géographique, encore plus petite qu'une agence traditionnelle, une vingtaine de kilomètres autour de chez eux. Ils se déplacent, ils vont rencontrer les clients, les intérimaires. Ils les mettent en relation, notamment grâce à la fameuse plateforme qu'on a construite. Et ensuite, c'est nous qui reprenons la main sur les contrats, la paye, la facturation, tout ce qui est aussi complexe dans notre métier. Et donc, en fait, le recruteur, aujourd'hui, l'indépendant, il fait toute la partie, en tout cas, la plus intéressante et la plus enrichissante de notre métier, quoi. Oui, la partie humaine, quoi. Voilà. Il ne s'embête pas avec tous les process et toute la pression réglementaire ou la pression juridique qu'il pourrait avoir sur son métier, quoi. Ou en tout cas, elle est limitée, elle est portée à la fois par la plateforme donc qu'on a développée et par les équipes sièges. Et lui, il garde, je vais dire le fun, attention, ça reste un travail, mais il garde vraiment cette partie, en effet, relationnelle, quoi. Oui, effectivement. Non, mais c'est effectivement la tendance, de manière générale, aussi sur l'ensemble sur certains secteurs qui sont peut-être un peu oubliés ou un peu poussiéreux, de mettre... Tu peux le dire. On peut le dire, quoi. Je veux dire, mais qui sont hyper importants. Sur le socle de travail, sur un certain nombre de choses. Enfin, on a besoin d'intérimaires aujourd'hui pour travailler. Et donc, il faut aussi, à un moment, amener de la valeur à ces gens-là et les pousser à pouvoir travailler de la bonne façon. Et effectivement, de ce que je comprends, il y avait quand même beaucoup... Enfin, évidemment, on n'est pas en train d'envoyer des fusées sur la Lune. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, mais la réalité, c'est qu'il y a quand même de l'innovation au niveau du modèle. Mais aussi l'innovation sur la façon dont ça peut fonctionner sur le long terme, puisqu'il y a le modèle MLM aussi, on n'en a pas parlé. Est-ce que, c'est un sujet qui est intéressant aussi. C'est vrai que je le dis rarement, en tout cas au premier abord, parce que déjà expliquer un réseau d'indépendants dans l'intérim, déjà j'ai perdu la moitié de la salle généralement. Si je rajoute en plus le marketing de réseau, généralement c'est fini. En effet, nos indépendants, ils peuvent faire plusieurs choses. Ils ont un premier métier qui est celui finalement... de recruteurs, ils vont trouver les bons talents pour les bonnes entreprises. Et ils ont une seconde casquette, s'ils le souhaitent, c'est celle de développer leurs propres équipes. Donc, ils peuvent, à leur tour, recruter d'autres apporteurs d'affaires, les faire monter en compétences, les accompagner, les coacher et toucher une seconde source de rémunération qu'on considère être une rémunération, entre guillemets, passive, qui sont liées, en fait, aux récurrences de leur filleul. C'est un peu un programme de parrainage, quoi. Oui, qui est à mon avis une très bonne idée et qui a, ça a fait ses preuves aussi avec d'autres sociétés. Complètement. Donc, ça marche très bien. Et puis, en fait, le concept de Slash, globalement, on n'a rien inventé. Alors, c'est un fait, on n'a rien inventé. C'est très largement inspiré d'IAD, donc le premier réseau de mandataires immobiliers en France. Et en effet, ça a fait ses preuves. Aujourd'hui, ils sont un peu plus de 18 000, je crois, et pas qu'en France. Ils se sont développés aussi à l'international. C'est un modèle qui est extrêmement rémunérateur et aussi valorisant pour le conseiller,
qui a un peu une forme d'évolution de carrière, en fait, en rejoignant un réseau. Il n'est pas juste indépendant, il n'est pas juste à son compte. Il se crée un fonds de commerce, il accompagne des gens et en fait, il passe petit à petit d'un producteur à quasiment, entre guillemets, un manager, ou en tout cas, pour le coup, lui, on pourrait considérer que c'est un porte-avions et qui fait décoller des avions de chasse, quoi. Le meilleur des deux mondes, quoi, finalement. Donc ça peut très bien marcher. Et du coup, donc on a beaucoup parlé finalement de l'agent intérimaire ou de voilà. Mais qu'en est-il pour le client final Est-ce que tu peux nous dire un peu plus aussi quel est son intérêt de travailler avec vous? Déjà, pour moi, on a 2 clients finaux. On a le client intérimaire et le client utilisateur, donc l'entreprise utilisatrice. Et en fait, ils ont des bénéfices communs, ces 2 acteurs. C'est encore une fois le fait qu'aujourd'hui, ils vont être suivis et servis par déjà une seule et même personne, un interlocuteur unique. Déjà, rien que ça, par rapport à une agence traditionnelle, c'est significatif. Je vais donner un exemple bête, mais qui est assez réaliste. C'est de se dire, je suis intérimaire, j'ai besoin de joindre mon agence, mais souvent, j'ai envie de joindre une personne dans mon agence. Souvent, j'ai envie de bosser avec Fabienne, avec Marine. Donc, je vais appeler le standard, je vais tomber sur Jacques, mais il me dira que Fabienne n'est pas disponible. Et déjà, rien que là, on rentre dans une relation qui, tout de suite... Il y a de la friction. Voilà. Et c'est énervant. Ok, je comprends. Et chez nous, en fait, il va mettre un SMS, un WhatsApp, ou appeler directement son conseiller / Et voilà, quoi. C'est tout. Il sait qu'il a une seule porte d'entrée et qu'il a ses réponses à l'ensemble de ses questions, qu'elles soient des questions liées à sa prise de poste demain, ou sur sa paye, c'est une seule et même porte d'entrée. Fluidité et réactivité. Et donc, ça génère aussi autre chose, c'est qu'aujourd'hui, ça crée une relation de confiance entre nos intérimaires, nos clients, nos conseillers, et donc, in fine, avec /. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des taux de repeat, de fidélisation de nos clients et de nos clients et de nos intérimaires qui sont significatifs, quoi. Okay. Donc ça, c'est un vrai premier sujet. Et le second, ça va être le côté réactivité et disponibilité. En fait, nos clients, ils bossent avec des entrepreneurs. L'entrepreneur, globalement, s'il bosse pas, s'il délivre pas, lui, à la fin du mois, il n'est pas payé, quoi. Donc, il y a un engagement envers le client qui est fort. Et on est capable aujourd'hui de déléguer le week-end, le soir après le travail, quoi. D'accord. Et d'ailleurs, cet engagement, ça se ressent aussi finalement sur la rémunération. Alors, fatalement, puisqu'ils sont davantage, entre guillemets, engagés, disponibles, en fait, ils jouent pour eux. Donc, ils vont toucher aujourd'hui 50% de la marge qui est générée par l'ensemble des affaires intérim. Et ça, c'est du jamais vu dans le travail temporaire. Et en fait, ça génère des rémunérations qui sont difficilement égalables par des acteurs traditionnels. On a des gens qui nous rejoignent et qui globalement gèrent le même portefeuille ou parfois même des plus petits portefeuilles que ce qu'ils avaient en agence. Et ils gagnent 3, 4, parfois 5, voire même beaucoup plus fois leur salaire précédent, quoi. Donc c'est assez fou. Et en plus de ça, au-delà du salaire et de la rentrée, donc de chiffre d'affaires pour eux, ils se créent un actif. Et c'est ça qui est fort, c'est que si demain, pour X ou Y raison, on se souhaite, mais départ en retraite, ou ils ont envie de se reconvertir à nouveau, en fait, ils ont construit un actif professionnel qui est valorisé, valorisable et cessible. Et là, ça fait toute la différence. Demain, tu quittes ton taf salarié, tu repars pas avec la valeur que tu as créée. Bien sûr. Chez nous, oui. Hyper intéressant. Donc, on disait qu'on lance pas des fusées sur la Lune, mais c'est quand même une petite révolution, quoi, sur pas mal d'aspects. Y a quand même le côté entrepreneur. Tu peux devenir entrepreneur finalement sans les mauvais côtés. Tu peux améliorer ta rémunération, tu as un meilleur contact. On te donne les outils pour vraiment travailler humainement avec tes clients. C'est quand même topissime, quoi. Ce qui explique le succès aujourd'hui de Slash Intérim. Parce que d'ailleurs, c'est peut-être une bonne manière de rebondir sur ça. C'est quoi, finalement, en 4-5 ans, tu peux nous donner des chiffres? Est-ce que tu peux parler de ça, de cette croissance qui, je le sais, est quand même assez forte? Carrément. Pour notre toute première année, donc en 2022, on avait recruté moins d'une dizaine d'agents indépendants. Et au tout début de Slash, on n'avait évidemment pas tout ce qu'on a aujourd'hui. On n'avait pas les mêmes outils, pas les mêmes équipes, pas les mêmes structures, les mêmes process. Donc, on a drastiquement évolué sur les 4 dernières années. Mais en effet, en 2022, ils étaient une dizaine et on avait mis à dispo
un logiciel qui n'était pas notre logiciel, un logiciel du marché pour lancer, entre guillemets, le concept. Et l'idée, c'était de valider qu'en fait, notre idée, elle n'était pas complètement déconnante parce que malgré tout, on était les premiers à le faire. Donc, il fallait valider avant, entre guillemets, d'investir le moindre euro. Et ça a fonctionné. Donc, on s'est tout de suite... puis on pourra peut-être revenir sur comment est-ce qu'on s'est rencontrés et comment on a décidé de bosser ensemble. Mais ensuite, on a décidé qu'en effet, il allait falloir construire un actif sur mesure qui allait se prêter à un développement tel qu'on l'ambitionnait. Et ensuite, 2022-2023, c'était des années de développement, mais qui étaient quand même assez, je vais pas dire timide, mais plutôt humble, parce que c'est hyper compliqué de faire comprendre à des gens que c'est possible de se lancer en indépendant dans notre métier. Ou en tout cas, il fallait vraiment amorcer la machine. Et c'est en 2024 que vraiment ça a boomé. On est passé de l'année précédente, je crois, de 4 millions de chiffre d'affaires à 12, puis ensuite à 25. Donc là, on est sur un trend où on vient doubler chaque année, que ce soit en volume de conseillers, donc en taille de réseau, mais en chiffre d'affaires. Et depuis, on a investi massivement dans les outils, dans les équipes, et en fait, dans à peu près tous les services qu'on met à disposition de nos conseillers. L'idée, c'est que quand ils rentrent chez nous, ils soient tellement satisfaits qu'ils n'aient pas envie de partir. Quoi. Génial. Donc, tu nous as parlé des outils technologiques. En fait, à quel moment, tu as dû te poser cette question d'entrepreneur et de dirigeant. Comment je monte mon actif technologique ? Comment je fais ? À qui je m'adresse ? Qu'est-ce que j'investis dedans ? Et est-ce que tu te souviens de cette période-là où tu t'es posé beaucoup de questions ? Et bon, c'est aussi à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus ? En fait, dès le début, on savait qu'il allait falloir créer un asset technologique. Parce que moi, venant de l'intérim, je sais très bien quels sont les outils qui sont à disposition en agence. J'en ai vu beaucoup. Un en particulier qui était en fait le logiciel à disposition dans les agences historiques de mes parents. Je savais que ça allait pas le faire sur le long terme. C'est un outil qui est lourd, qui est difficilement appréhendable. Donc, comment former des gens qui viennent pas nécessairement de notre métier à un logiciel qu'il allait falloir installer sur des serveurs à distance, rien qu'en expliquant le concept, déjà, ça paraît complexe, quoi. Après, entre savoir qu'on a envie de faire un truc et réussir à le faire, il y a quand même un peu un océan. Donc, d'abord, on est passé par cet entre-deux de prendre un logiciel du marché pour valider le concept. Et ensuite, par réseau, j'ai lancé un peu des lignes, entre guillemets, pour savoir qui connaissait quelqu'un qui potentiellement pourrait m'aider, parce que moi, je ne suis pas du tout technique. Je ne parle pas le langage technique. Je ne suis pas capable de savoir si les gens que j'ai en face de moi, ils sont pertinents ou pas, en dehors, entre guillemets, du ressenti humain. Donc, c'est un peu comme ça, de toute façon, qu'on s'est rencontrés. J'ai d'abord rencontré quelqu'un qui venait de la même école que moi, avec qui on a échangé, qui m'a dit que lui-même connaissait quelqu'un qui s'y connaissait très bien. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés par réseau, quoi. Oui, par le réseau, effectivement. D'ailleurs, c'est toujours intéressant. C'est là où on se rend compte que le réseau de l'école est toujours quand même carrément hyper intéressant et assez fort. Beaucoup de mes rencontres professionnelles, en tout cas qui se sont bien passées, elles sont issues de l'école. Oui, effectivement. Donc, on s'est rencontrés à ce moment-là. Et est-ce que tu avais compris, on va dire au premier abord, notre volonté d'imprimer cette vision, de se dire, OK, nous, notre première chose, c'est de comprendre le business et ensuite de le traduire en tech et de faire petit. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué au début ? Comment t'as vu les choses par rapport à notre discours, qui n'est pas forcément facile à comprendre quand on n'est pas un tech ? Est-ce que c'était clair, surtout, pas clair ? Je trouve difficile à entendre parce que au tout début, t'as mille et une idées, t'es assez excité parce que tu dis OK, on va faire ça et on va le faire comme ça, et limite t'as fait ta to-do list de toutes les fonctionnalités que tu rêverais d'avoir sur ton outil, sur ta plateforme. Et on avait mis en concurrence plusieurs acteurs. Nous, c'était par le réseau, mais on avait aussi fait des démarches de contacter des agences de développement, quoi. Et vous aviez une approche, mais à l'opposé de tout ce qu'on avait eu. C'est-à-dire que presque vous nous avez un peu calmés. Il nous dit, OK, c'est super, mais d'abord, on va commencer par un audit. Puis d'abord, on va vous poser des questions. On va essayer de comprendre votre métier. Et ensuite, on vous dira si c'est possible, comment c'est possible, sous quel délai. Et on va y aller étape par étape, quoi. Et en fait, au début, c'est hyper frustrant parce que tu te dis, moi, j'ai envie de tout faire. Il y a des gens qui me disent que ce sera possible et dans tel délai et que ça ne me coûtera pas 1 euro de plus. Dans les faits, ce qui fait qu'on a bossé ensemble, c'est justement,
je savais que vous n'étiez pas des vendeurs de tapis, quoi. Ouais. Et ça m'a rassurée et je me suis dit, OK, ils ont l'air plein de bon sens, donc on y va. Et 4 ans plus tard, on y est toujours, quoi. On y est toujours et ça marche fort. Donc carrément. C'est quand même le meilleur KPI qu'on puisse... et le pire, ou le mieux plutôt, c'est que cette philosophie de on va commencer petit et ensuite on va continuer à build sur l'outil, en fait, on l'a appliqué déjà à quasiment toutes les strates de la boîte. Ouais. On commence petit, on lance. Et ensuite, on itère et on continue. Et en fait, cette philosophie, elle est excellente. C'est vrai que c'est un des piliers fondateurs de Honest. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on voit l'ensemble des sujets, que ce soit avec des toutes petites boîtes, avec des grosses ETI. On va toujours réfléchir de cette façon-là, parce que c'est la meilleure façon de se confronter finalement au marché. C'est ça. Et c'est une certaine forme aussi de gestion de son risque. Et de mettre chaque euro à un endroit où on sait qu'il va créer de la valeur. Donc c'est effectivement très vrai. Donc tu as quand même capté ce message et ça, je suis ravi que tu l'aies capté à ce moment-là. Ça n'a pas changé. Depuis 4 ans, on fait toujours les choses de la même façon et on essaie d'être très pragmatique. Et c'est vrai que ça vient d'un élément fondateur, c'est de se dire, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait en termes de business ? Et c'est un des points les plus importants. Si faire de la tech pour faire de la tech, amener de la valeur, on le saurait. Non, c'est pas le cas. Et c'est encore un sujet parfois où je me fais gentiment ralentir par Mathieu qui me dit « Ok, super, mais on va commencer d'abord par ça et ensuite on verra ». Donc parfois c'est dur de se freiner, mais le fait est que ça a fait ses preuves. Commencer petit, au moins on a commencé. Et on est dans l'action. Et on avance versus se projeter pendant 6 mois et rien sortir. Oui, et puis dans la tech, tu as toujours ce sujet de faire les choses bien parce que ce sont souvent des fondations qui vont permettre de construire quelque chose au-dessus. Donc c'est très important de faire de la qualité et de connaître la direction que ça prend pour ensuite, petit à petit, évoluer et faire les choses bien. Et je pense que, tu l'as bien souligné, c'est un des dangers, en fait, aussi, quand on crée des boîtes, quand on veut aller trop vite, c'est potentiellement de prendre une direction qui n'est pas la bonne, et le retour, le U-turn, pour revenir au moment où la décision a été prise, coûte beaucoup d'argent et peut potentiellement mettre la boîte dans une situation délicate. Donc effectivement, c'est un très bon point et moi je le défends tous les jours encore avec nos prospects, nos clients et voilà. Bon. Et ensuite, il y a un truc qui m'interroge un peu plus, c'est comment tu as ressenti cette relation. Alors, on fait beaucoup de choses chez Honest. On fait des audits tech pour les fonds d'investissement, on fait des missions de stratégie et on a aussi une de nos offres qui est donc historique, celle avec laquelle tu as travaillé, qui est l'offre de CTO part-time. Comment tu as vécu, toi, cette relation ? Est-ce qu'il y a des moments, tu sentais que tu étais un peu... Et déjà, est-ce que ça t'a fait un peu peur de travailler avec quelqu'un en part-time déjà ? Est-ce que c'est un sujet, à un moment, tu t'es posé des questions ? Au démarrage, non, parce qu'en fait, encore une fois, n'étant pas technique et on n'avait pas d'équipe technique, on n'avait rien de tout ça. Donc en fait, pour nous, c'était bien parce que c'était un premier pas vers une transition qui était en même temps pas si engageante que ça parce qu'on était sur une logique d'indépendance. On avait un prestataire, entre guillemets, de service et ça nous a permis un peu d'appréhender le sujet en douceur. Donc en fait, c'était pas plus mal. C'est plus là, honnêtement, sur les 6 à 8 derniers mois, où on sent qu'il y a un besoin de passer sur du full-time et qu'il fallait recruter un CTO en interne et que le modèle touchait ses limites. En tout cas, il touchait ses limites dans la configuration dans laquelle on travaillait. Et ça se voyait, entre guillemets, dans tous les projets qu'on sortait, qui ont tous plus ou moins un lien avec la technique, qui font qu'aujourd'hui, Mathieu était plus en capacité de suivre sur le format dans lequel on bossait l'ensemble des sujets sur lesquels on avançait. Tout à fait normal. Quand on atteint une taille comme la vôtre maintenant, avec une roadmap produit, une roadmap tech aussi importante, il faut quelqu'un full-time. Mais c'est vrai qu'au final, on est quand même resté plus de 3 ans dans ce rôle-là. Donc, on a quand même réussi à faire progresser la boîte. Et puis, pendant 2 ans, c'est l'ensemble des équipes tech étaient chez vous. Enfin, même les développeurs étaient externalisés. On a commencé petit à petit à les internaliser. Mais au début, c'était uniquement sur Honest qu'on se reposait pour la construction de la plateforme. Donc, finalement, ça a tenu plus longtemps qu'on le pensait. Et on est plutôt, nous, très heureux, en tout cas, du succès et de la relation qu'on a pu avoir parce que vous êtes un de nos premiers clients quand même, donc il y a quelque chose il y a beaucoup d'émotions dans cette mission et dans cette relation, donc nous on a été évidemment ravis de vous accompagner sur ces sujets-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus, toi, de ta relation avec le CTO part-time, donc Mathieu en l'occurrence? Comment tu as vécu les choses vraiment dans ta relation avec lui? Alors plutôt très bien déjà, ça se passe très très bien avec Mathieu.
Et en fait, ce qui est agréable avec Mathieu, c'est qu'il a la capacité en fait, d'avoir 2 casquettes, entre guillemets, et la première, de s'occuper de l'équipe technique, de les accompagner au quotidien, dans l'opérationnel, dans les choix vraiment du quotidien. Et en même temps, il a cette prise de hauteur et cette compréhension du business qui, je pense, est liée à une vraie curiosité de comprendre ce que font ses clients pour répondre au mieux avec une vue stratégique et de la roadmap, et en fait, parfois même un peu au-delà de la roadmap technique du produit. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne. C'est que c'est pas juste un CTO qui s'occupe des équipes techniques. Oui. Il s'intéresse au business et parfois il a un impact dans des pôles qui n'ont rien à voir avec le produit, quoi. Oui, bah c'est son pragmatisme business. Il est fort, ce Mathieu. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de la plateforme en tant que telle par rapport aux concurrents, et peut-être parler des sujets que tu as eu, des conversations que tu as pu avoir avec les fonds qui ont dû te parler aussi de cette plateforme et en quoi elle est différenciante? Carrément. Alors déjà, pour décrire un peu la plateforme, moi j'aime bien cette expression que c'est un peu un one-stop shop. C'est-à-dire que la philosophie derrière la plateforme, c'est que le conseiller, il n'ait jamais besoin de sortir de l'environnement /intérim, et qu'il ait juste à se connecter le matin sur sa plateforme et il peut tout gérer, de la publication de ses offres d'emploi jusqu'au pré-contrat, donc ce que nous on appelle une affaire, et qui ensuite bascule dans la plateforme côté admin, donc côté siège. Et tout est géré à l'intérieur de l'outil. Et en fait, rien que ça, ce qui pourtant peut être une exigence, je trouve, assez simple, rien que ça, c'est une innovation sur notre marché. Il y a très peu aujourd'hui d'acteurs qui ont des outils dans lesquels on va tout retrouver, de l'ATS CRM, donc suivre tes candidats, suivre tes clients, jusqu'à la réalisation du contrat de travail. Et j'ai même envie de dire, ça va bien au-delà de juste la relation contractuelle intérim. Comment je gère mes équipes, comment je les anime. C'est un vrai asset différenciant aujourd'hui qu'on met à disposition des conseillers. Et à ce jour, on n'a pas de concurrents qui ont investi de la même manière que nous sur cet outil, quoi. Ok. Et comment ça a été perçu justement quand tu as discuté avec Réflexion Capital, avec qui vous avez fait une levée de fonds l'année dernière? Ils l'ont perçu, cet avantage technologique, et parce qu'il y a un avantage évidemment assez différenciant, mais c'est aussi une capacité plus importante pour vous de scaler le business. Exactement, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je pense en fait que Réflexion n'aurait même pas regardé le dossier s'il n'y avait pas une techno robuste, pertinente, et en effet en capacité de scaler, donc de permettre en fait au business de grandir de manière, tu disais tout à l'heure, mais exponentielle, stratosphérique, tout en maintenant la qualité du service qui est à disposition des conseillers, des intérimaires, des clients. Donc en fait aujourd'hui, moi, j'ai la conviction que sans une technologie propriétaire, c'est pas possible de gérer un réseau d'indépendants avec l'ambition qu'on a, quoi. Depuis 4 ans, finalement, tu as vachement progressé sur la tech, sur le produit. Aujourd'hui, tu es vachement plus à l'aise. Surtout. Alors évidemment, surtout, j'imagine. Même humainement, j'ai appris plein de choses. Mais tu te sens aujourd'hui déjà dans une situation où tu sens que tu perçois mieux comment tu peux faire évoluer la tech chez /intérim. Est-ce que tu maîtrises mieux ces concepts-là et tu te sens plus rassuré? Alors oui, mais je suis toujours pas une experte du sujet. Mais oui, complètement. Je suis beaucoup plus à l'aise. Alors, ceci dit, Mathieu a toujours vulgarisé au max son travail. Donc, c'est toujours agréable parce que je comprends ce qu'il me dit, alors que pourtant, il me parle d'enjeux techniques. Donc, je suis beaucoup plus à l'aise. Après, au quotidien, c'est surtout Florian chez nous qui bosse sur le produit. Et lui, pour le coup, je pense qu'entre l'année 1 et aujourd'hui, il a changé de vie, quoi. Donc, mais oui, c'est hyper intéressant d'être au quotidien au contact des techniciens, entre guillemets, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Aujourd'hui, donc, Oness arrête donc sa mission de CTO part-time. Vous avez un nouveau CTO qui vient d'arriver, que nous avons aussi, on vous a aidé à le sélectionner. Et donc on pense qu'il va faire un boulot formidable avec Slash dans la continuité de ce qu'on a pu faire. Comment lui a vécu déjà cette prise de poste, et est-ce qu'il a des bons retours sur cette prise de poste? Alors, coucou Fabien. Fabien nous a rejoint il y a 15 jours, donc c'est vraiment hyper frais. Mais pour le coup, je pense que sa prise de poste se passe très bien.
J'ai eu des premiers feedbacks de sa part, notamment sur justement la maturité de l'équipe, de l'organisation, la structuration. Le fait que pour tout le monde, tous les sujets sont clairs, ils sont hyper engagés sur l'ensemble du produit. On était convaincus que c'était du bon travail qu'on faisait avec Oness, mais encore plus aujourd'hui avec la prise de poste de Fabien, qui arrive quand même dans un cadre idyllique avec déjà une équipe très structurée, quoi. Ouais. C'est un des choix qu'on fait aussi chez Oness, c'est quand on essaye de redonner... Enfin, on travaille avec nos clients pour qu'il ait de l'autonomie derrière. Et effectivement, d'avoir un actif tech propre et une organisation avec laquelle on peut travailler et qu'on peut scaler, ça fait partie de nos objectifs et la façon dont on travaille aussi. Donc, je suis ravi que Fabien soit très heureux de sa prise de poste. Et je pense que c'est excessivement important de toujours être très structuré pour que justement Oness puisse finalement être débranché très rapidement, quoi. Et on va toujours travailler de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour créer de la stickiness avec nos clients, on est là pour leur donner de l'autonomie et donc finalement débrancher assez rapidement. Enfin, sur la plupart des projets, et de toute façon, il y a toujours au moins des devs de nos équipes. De toute façon, notre équipe elle-même a évolué sur les dernières années. Aujourd'hui, ils sont autonomes. Je pense qu'ils seront déçus de voir partir et les devs et Mathieu de chez Oness, mais par contre, ils sont tout à fait capables de s'en sortir tout seuls et ils ont une belle organisation et une belle structure qu'ils arrivent à faire perdurer solo. Quoi. Et c'est extrêmement important. Et on en a déjà parlé et j'en parle aussi très souvent avec les prospects et les clients, mais l'organisation, les process, les outils utilisés dans une équipe de développement, en fait, sont un peu le miroir de la qualité de l'actif technologique. Donc, c'est tout aussi important. Il faut savoir faire bosser les gens ensemble. Il faut savoir aussi progresser dans l'organisation et leur mettre les bons process et les bons outils pour qu'ils puissent travailler avec leur qualité. Complètement. Merci beaucoup. Dernière question. Tout le monde en parle aujourd'hui. L'IA, est-ce que c'est un sujet que vous avez taclé? Vous avez pris le pli de l'IA chez Slash Intérim. Comment vous travaillez avec l'IA aujourd'hui? Oui, je pense que ce serait se cacher derrière son petit doigt que de ne pas aborder le sujet de l'IA, surtout dans notre métier. Oui, clairement, on a pris le pli. D'ailleurs, on va sortir dans quelques semaines notre toute première fonctionnalité, qui est une énorme brique fonctionnelle de la plateforme, qui a été construite de A à Z par et avec l'IA. Donc, on est très excités par cette première sortie qui, honnêtement, démontre une forte croissance de la vélocité de l'équipe technique depuis qu'on a implémenté l'IA. Donc, on est assez excités par le sujet. Merci beaucoup, Emma. Merci pour toi. tout. Merci d'avoir pris ton temps pour partager ton expérience avec Oness. Évidemment, je souhaite beaucoup de succès à Slash Intérim. Je vais suivre ça de près. On est quand même encore très proches sur pas mal de sujets. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à toi.